Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le média. Votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilke, c'est le monsieur off du média et tous les vendredis nous offre les indiscrétions du monde politique et médiatique et décrypte l'actualité. Au sommaire de cette émission, les rumeurs sur le couple Macron relancées. Nils a enquêté sur les coulisses d'un plan de com bien ficelé par l'épouse du président. Et promis, on ne parle pas de potin mais bien de politique. Glucksmann, victime d'une fuite embarrassante. Pourquoi sa note ne fait que des heureux à gauche et même là où on ne l'attend pas? On vous explique tout. C'est parti pour les indiscrets. Bonjour Nils. Salut Cyril, salut à toutes et à tous. Alors, comme ça, le couple Macron refait parler de lui. Et oui, c'est le grand déballage sur les Macron en cette fin de règne interminable à l'Élysée. 10 ans quand même qu'on supporte Emmanuel Macron. Bon, cette semaine, la presse People est en boucle après les révélations pseudo-croustillantes d'un journaliste de Paris Match. D'abord sur l'affaire de la gifle donnée par Brigitte Macron à son époux lors de leur arrivée à Hanoï pour une visite d'État au Vietnam. Si l'épouse du président lui a filé une tarte, c'est parce qu'elle serait tombée sur un SMS de l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, avec lequel Macron entretenait une relation platonique par SMS depuis plusieurs mois. C'est ce qu'explique ce journaliste. Alors évidemment, Paris Match en a fait son beurre cette semaine. Alors pour ceux qui ne seraient pas cinéphiles, Golshifteh Farahani, elle a fui son pays après avoir élevé la voix contre la dictature des mollahs. On l'a vu dans plusieurs grands films, des grosses productions comme Patterson, Exodus ou encore Pirates des Caraïbes, mais aussi dans le clip Paradis du rappeur Orelsan en 2018. Ne pars pas comme ça. J'ai pas compris. Tu t'endors tellement vite, ça m'énerve. D'accord. Et je te regarde dormir. Ça me fait comme un sentiment d'abandon. Voilà, alors les rumeurs entre Macron et Farahani courent le tout Paris depuis plus d'un an. Moi-même, j'en ai été informé, c'est vous dire, sans qu'aucun journaliste n'ait réussi à les confirmer ou à les infirmer. Il faut dire que la principale intéressée a brouillé les pistes lors de plusieurs interviews, comme dans Le Point et Gala, et que sa carrière n'en a pas souffert. Voilà par exemple ce qu'elle explique au Point, c'était en mars 2025. Les rumeurs, il faut les laisser passer. Juste ou pas juste, ce sont des rumeurs. C'est comme des vagues qui viennent et passent. Je crois que, de toute façon, ce pays est lié à l'amour. Et, quelque part, c'était lié à l'amour. Je crois qu'il manquait peut-être une histoire d'amour, et les gens l'ont créée. Le journaliste de Paris Match revient aussi sur les supposées tentatives d'une mystérieuse stagiaire à l'Élysée de draguer le président. Et oui, elle est surnommée Scheherazade, une audacieuse qui aurait fait la cour auprès de plusieurs familiers du pouvoir, mais aussi auprès du président lui-même. Et oui, Scheherazade, comme la conteuse du livre des Mille et une nuits, cette légende qui vient de Perse. Décidément, avec Emmanuel Macron, on en revient toujours à l'Iran. Bon, alors vous allez me dire pourquoi parler d'un sujet people, j'anticipe les critiques dans les commentaires, mais parce que tout ce qui touche au président devient un fait politique, mais aussi parce que Brigitte Macron a une influence politique comme peu d'épouses de présidents en ont eu à l'Élysée. On en avait déjà parlé dans les indiscrets, souvenez-vous. Si j'ai fait le choix de vous en parler, c'est aussi parce que ce nouveau livre sur le couple Macron fait l'objet d'un plan de communication sans commune mesure avec ses révélations. Regardez par exemple la présentation qu'en fait Quotidien, émission du groupe TF1 cette semaine. L'ouverture de la porte et le drame filmé en direct par toutes les agences de presse. Le président qui se fait violemment repousser le visage par les mains de Brigitte Macron. La séquence fait le tour du monde et des médias. Donc Florian Tardif, l'auteur de ce livre, n'est pas un journaliste people, mais un journaliste politique. Il assure que ses sources sont béton. Un journaliste politique, alors certes, Florian Tardif est arrivé chez Paris Match depuis 3 ans, mais c'est surtout un ancien du groupe Canal qui a été employé du rouleau compresseur de Vincent Bolloré pendant une décennie. Et le voilà qui déboule avec un livre qu'il présente selon lui avec des sources béton sur les affres conjugaux des Macron. Regardez ça. Une histoire de jalousie serait-elle à l'origine de la gifle de Brigitte à Emmanuel Macron? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu
un message d'une personnalité connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani. C'est en tout cas le scénario qu'avance le journaliste de Paris Match, Florian Tardif, dans son livre Un couple presque parfait, paru ce mercredi. Le livre n'est pas paru chez Fayard, la maison d'édition de Vincent Bolloré, mais chez la concurrence, Albin Michel, l'une des rares maisons qui reste encore hors de son giron. Son éditeur s'appelle Alexandre Wickham, c'est un ponte du secteur, aux côtés notamment de Sylvie Delassus, une collègue qui a rejoint Albin Michel en 2023 après une carrière chez Plon. Alors c'est marrant parce que je me suis amusé à regarder les liens entre les uns et les autres, et par exemple cette éditrice, elle est mariée à Laurent Geoffrin, c'est l'ancien patron de Libération qu'on connaît bien, et les deux époux ont une fille qui est journaliste à la Tribune Dimanche, donc c'est le journal qui est contrôlé par le groupe Sadé cette fois, et c'est justement à cette journaliste de la Tribune Dimanche, fin avril, que Brigitte Macron a choisi de faire des confidences sur ses malheurs à l'Élysée. Décidément, Cyril, le monde est petit à Paris, et l'article présenté comme une enquête le 26 avril fait la part belle au déboire de l'épouse du président, qui prend la parole en personne, c'est assez rare, pour se plaindre de sa position au palais. Écoutez. Il m'est difficile de voir le ciel bleu. J'ai des moments de pessimisme que je n'avais pas avant. Ces 10 années sont passées si vite. Elles ont été tellement intenses. J'ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. Je suis parfois triste comme jamais je ne l'avais été. Voilà, donc sortez les mouchoirs. Et puis 2 semaines après, ce livre paraît en faisant les pseudo-révélations que l'on connaît désormais et que l'Élysée s'est empressé de démentir. Le cabinet de l'épouse du président a effectivement expliqué qu'elle avait bien démenti ces informations auprès du journaliste, mais qu'il n'en avait pas tenu compte. Il faut dire que lorsque le scandale de la gifle a éclaté, le palais n'a pas été très malin. Oui, c'était une communication assez brouillon après avoir suggéré qu'il s'agissait d'une vidéo faite à l'aide de l'intelligence artificielle. L'entourage du président avait nié toute la scène de ménage qui pourtant avait été captée par toutes les caméras et par tous les médias de la planète. Alors personne n'avait vraiment été dupe, mais au-delà de cet épisode, parce qu'après tout, il arrive que les couples traversent des hauts et des bas, et Brigitte Macron, elle ne tenait pas du tout un discours misérabiliste en 2022 avant la réélection de son mari. Écoutez. Le jour du vote, au Touquet, en 2017, un homme m'a affirmé « Vous allez subir la malédiction de l'Élysée ». Mais je n'ai pas vécu ce qu'on m'avait dit. Ce n'est pas l'enfer. Voilà, donc il y a vraiment eu un avant et un après 2022. Et puis en décembre 2025, Brigitte Macron avait fait scandale pour avoir traité des féministes de sales connes pour s'être opposée au spectacle de l'humoriste Harry Habitant, un ami à elle. Et le média, notamment, avait suivi la manifestation de féministes ce soir-là qui se tenait lors du spectacle de l'humoriste. Alors Brigitte Macron s'était ensuite dite désolée d'avoir blessé les femmes victimes lors d'un échange avec Brut, sans présenter pour autant ses excuses. Alors là encore, une exclusivité accordée à Brut, un média qui appartient aussi à Rodolphe Saadé, comme la Tribune Dimanche, dis donc, quel hasard, bon. Et on rappelle que le média Brut, avec ses plus de 20 millions d'abonnés sur TikTok, ses 5,5 millions de followers sur Instagram, fait figure de gazette présidentielle depuis son rachat par Rodolphe Saadé, notamment le journaliste de Brut, Rémi Buisine, qui couvre tous les voyages officiels de Macron, ce qui fait d'ailleurs soupirer certains de ses collègues à la rédaction. Il y a eu une enquête du Monde à ce sujet. Bref, tout ça pour dire que les médias appartenant à Rodolphe Saadé ont visiblement un accès privilégié à l'Élysée, même si évidemment le palais se refuse à le confirmer. Et pour en revenir à Brigitte Macron, pourquoi prendre le risque de s'exposer un peu plus alors qu'elle n'est pas en déficit de popularité ? Et oui, l'épouse d'Emmanuel Macron est plus populaire que lui. Alors vous me direz, c'est pas difficile. D'après le tableau de bord des personnalités de l'année 2026 réalisé par IFOP Fiducial qui l'a testé, elle obtient 42% d'opinion favorable contre 24% pour Emmanuel Macron, ça fait mal. Qui reste quant à lui 50e et dernier du baromètre, c'était au mois de janvier 2026. Alors l'explication, elle est peut-être à chercher du côté de ses liens avec Rodolphe Saadé à Marseille. C'est le territoire de son amie, la productrice Sabrina Agresti-Roubache, qu'elle a réussi à faire nommer au gouvernement. Et puis Brigitte Macron, comme sa grande copine Hélène Arnaud, qui a défrayé la chronique avec ses sorties hors sol d'une grande brutalité sur les SDF, a toujours eu le goût de la transgression bourgeoise. Et en réalité, les révélations du journaliste de Paris Match, elles sont tardives, en dehors de la gifle et encore. Tout le reste est connu depuis longtemps, en particulier ces tensions au sein du couple présidentiel,
Il y a eu les nominations au gouvernement tout au long du premier puis du second quinquennat. Et puis, il y a eu surtout le soir de la réélection d'Emmanuel Macron en avril 2022, où elle a fait la gueule pendant toute la soirée. Regardez ces photos captées par l'AFP. Et il y a eu aussi la lutte de pouvoir avec Colère, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, tout-puissant, qui était surnommé le jumeau d'Emmanuel Macron. Elle a lutté coude à coude contre lui pour nommer Attal à Matignon. Et puis, elle est également connue depuis longtemps avec son tropisme conservateur, très droitier, dont on avait déjà parlé dans Les Indiscrets. Et puis, outre sa volonté de transgresser, il y a peut-être l'idée de se dissocier de son mari, de l'image de son mari, qui est quand même désastreuse, et peut-être de se préparer pour l'après-Élysée. En tout cas, on n'a pas fini de parler des Macron, Nils. Eh oui, parce qu'un nouveau livre, encore un, écrit par Béatrice de Laulnoy, la rédactrice en chef adjointe de Marie-Claire, dit donc, se penche sur les mères de nos présidents, et notamment sur Françoise Noguès, donc c'est celle de l'actuel chef de l'État. Regardez, c'était sur France 5 hier soir. Elle rêve la nuit que son fils démissionne. Oui, parce que, vous savez, c'est une femme du Sud, elle a le sang chaud. Et puis quand elle entend tout ce qui est charrié sur les réseaux sociaux et qui est pratiquement incontrôlable, elle en est malade. Elle en a un jour, elle a mis une alerte d'ailleurs sur son téléphone, elle en a parlé à son fils qui lui a dit que c'était pas la peine de démentir puisque les rumeurs enfleuraient encore plus. Voilà, donc c'est tout à fait passionnant, et donc on a hâte. Effectivement, on a hâte de voir ça. On va passer à notre second sujet. Il s'agit des notes de Raphaël Glucksmann. Ah oui, le patron de Place Publique doit regretter de ne pas avoir mieux fait fonctionner le broyeur de documents chez Place Publique. C'est une note confidentielle révélée par Politico en début de semaine qui a mis le feu aux poudres à gauche. Une note interne de l'équipe de campagne de Raphaël Glucksmann a fuité hier. On y découvre la cible prioritaire du candidat Place Publique. En tout cas, c'est ce que dit cette note. Vous vouliez revenir sur cette petite note qui a été publiée par erreur, un rapport. Là, il vient d'être extrêmement fragilisé après une fuite dans la presse sur le site Politico d'un document de travail qui cible notamment les électeurs que Raphaël Glucksmann doit convaincre s'il veut l'emporter. Le document rédigé par Mathieu Lefebvre-Marton, le fondateur du think tank Destin commun, recruté comme conseiller opinion chez Place Publique, fait partie de la catégorie inflammable. Ce brillant stratège part d'un constat: les jeunes de banlieue, les pauvres et les non-diplômés seraient devenus trop éloignés du centre-gauche pour constituer des cibles prioritaires pour la gauche hors LFI lors de la prochaine présidentielle, dit donc. Bon, j'ai envie de dire, pas besoin d'avoir passé de grands diplômes pour tirer ce constat. Et il propose au patron de Place Publique de se concentrer sur les urbains, diplômés et aisés, jugés effectivement plus réceptifs à la social-démocratie. Là encore, quelle surprise, vous allez me dire. Alors le problème, c'est que ce document, il entre en contradiction avec l'image que le candidat voulait donner jusqu'à présent, celui d'un politicien qui s'est affirmé contre la France insoumise, qui assume effectivement au contraire un ciblage électoral, certains disent clientéliste, pour s'imposer. Et Gluglu a bien senti le danger puisqu'il en reparle dans une communication officielle sur son compte Facebook. Regardez, et il explique, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui a revendiqué publiquement l'abandon des classes populaires et moyennes de la France, des pavillons et des sous-préfectures, je veux parler à tous les Français. Voilà, c'est ce qu'il déclare en réaction aux révélations de Politico. Alors, il a bien tenté aussi de faire une opération de déminage auprès des médias en envoyant ses troupes, notamment auprès de Mediapart. Honnêtement, ce qui se passe va être très chiant. Ça va appuyer sur une perception potentielle de quelque chose qu'on dit de nous et qui est erronée. Voilà, alors ça c'est son attaché de presse, Raphaël Glucksmann, qui s'exprime effectivement au site d'investigation. Alors pour la petite histoire, l'attaché de presse de Gluglu, c'est la communicante Zoé Reiners. Elle l'a connue en 2008 aux éditions de Noël. Elle s'occupait à l'époque de la promotion d'un livre écrit par Glucksmann père. Et puis alors le futur patron de Place Publique et la communicante ont ensuite tous les deux conseillé le président Saakashvili en Géorgie avant qu'elle ne le suive dans son exil aux États-Unis. Ça crée des liens, forcément. Et finalement, cette fuite de la stratégie de Glucksmann, c'est encore Ruth Elkrieff qui en parle le mieux. Regardez sur LCI. J'ai envie de dire, c'est une connerie. C'est une gaffe, un boulet, la fuite qui fait mal. Le document révélé par Politico a fini par fuiter en totalité. Oui, pour notre plus grand plaisir. Il s'agit d'un PDF d'une 50aine de pages. J'ai d'ailleurs noté pas mal de coquilles au passage. Alors, il est censé recenser la base d'électeurs potentiels de Glucksmann,
qu'ils estiment à 3,4 millions d'électeurs et de clientèle de conquête représentant chacune 1,5 million de Français. On ne sait pas trop comment la base a été calculée, mais bon, soit. Alors, quel est le socle des électeurs de Glucksmann? Bien, des fans de la gauche réaliste, entre guillemets, et de l'Union européenne, qui gagnent au minimum 2 000 € par mois, et ont au moins 40 ans, et qui vivent le plus souvent dans les métropoles, les 4 sup, les CSP+, les retraités. Bon, rien de très secret ou mystérieux à ce stade, mais plus gênant, ce sont ces slides qui prétendent dévoiler des profils de l'idéal type de l'électorat Glucksmann. On voit notamment Nathalie de Nantes, prof de lettres de 57 ans, qui est censée représenter l'électrice socialiste traditionnelle. Voilà, vous voyez le visuel qui s'affiche. Ou encore Romain de Romainville, belle inventivité, dis donc, ingénieur qui représente les diplômés déçus par les écolos. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un cadre privé ou public, parce qu'effectivement, ça change tout. D'ailleurs, en termes de salaire, par exemple, les cadres privés, les cadres du public, les fonctionnaires effectivement du public, même les cadres, ils ne touchent pas du tout les mêmes traitements, les mêmes rémunérations. Mais ça, bon, dans l'équipe Glucksmann, ça n'a pas l'air effectivement de les effleurer. Il y a aussi Gérard de Guérande, pour finir, qui fait partie des retraités aisés qui ont adhéré au Macron de 2017 et qui l'ont reconduit en 2022, voilà, qui sont très déçus. Alors, je n'ose imaginer le prénom qu'ils auraient pris pour un électeur de Montcuq. Bon, plus sérieusement, c'est bas de gamme et déconnecté de la réalité, comme effectivement les détracteurs de Glucksmann l'en accusent à longueur d'interview. À noter que GG, donc le retraité, eh bien, il touche quand même 5 100 € mensuels. Et le document explique qu'il n'a pas trop de difficultés à boucler ses fins de mois. Voilà, on est très rassurés. Plus sérieusement, alors ça a été difficile de faire réagir les proches de Gluglu sur cet épisode peu glorieux pour leur candidat. J'ai tenté de joindre les rares élus de Place Publique, pas de commentaires, mais des éléments de réponse me sont parvenus du PS, où l'on a suivi avec un regard mi-désabusé, mi-amusé, mi-catastrophé la débâcle de Gluglu. Pour l'un des chefs des socialistes, le coupable est tout désigné. Voilà ce qu'il m'explique. Pour moi, c'est le camp Hollande qui a vendu Glucksmann sous couvert de le soutenir. Il fait tout pour le tuer politiquement. Cette fuite, c'est la fin de l'aventure présidentielle pour Place Publique. Et il le sait. Voilà, c'est ce que m'explique ce socialiste. Alors, on se rappelle effectivement de cette très belle rencontre de Liffré en Bretagne le 25 avril, de cette gauche anti-LFI qui n'a qu'un seul point commun, détester Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Voilà, alors Hollande et Glucksmann s'étaient jaugés lors de cette journée en se donnant des compliments l'un à l'autre, sans convaincre les observateurs. Les couteaux étaient bien sortis et Hollande, effectivement, en faisant fuiter cette note, aurait dégainé le premier. Nils, il y a une autre version à cette histoire, ça viendrait peut-être directement de Place Publique. Oui, on pense à une guerre en interne au sein de l'état-major du parti, entre des clans qui auraient mené à cette fuite dans les médias, même s'ils sont 10 à tout casser chez Gluglu. Mais bon, c'est vrai qu'on se souvient qu'il y avait eu une scission à l'intérieur du parti, notamment des plus jeunes, qui trouvaient que Glucksmann ne leur accordait pas assez de place et donc qui étaient partis. C'était il y a déjà 2 ans. En tout cas, l'épisode a régalé les insoumis qui ont tiré à vue sur Glucksmann, bon, c'est de bonne guerre, en fustigeant son recours à des méthodes de type McKinsey, par exemple Clémence Guettet, voilà ce qu'elle explique sur X, ou encore Paul Vanier, effectivement, qui enfonce le clou. Regardez. Voilà, alors bon, il faut quand même être honnête, tous les partis ont recours à ces méthodes de séquençage de la population, y compris d'ailleurs la France insoumise. On se souvient par exemple de ces paroles de Mélenchon qui lui ont été reprochées longtemps après. C'est ensuite la stratégie politique de LFI que Jean-Luc Mélenchon va décrypter aux militants. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique de gauche. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller nous. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. Voilà, le marketing électoral, ça fait partie de la préparation d'une campagne. Et d'ailleurs, un stratège d'un parti de gauche me l'a confirmé. Bien sûr qu'on a une approche ciblée et segmentée du champ électoral. Et par ailleurs, on s'appuie sur des analyses de l'opinion et des études électorales approfondies. Alors un autre stratège, mais plutôt insoumis cette fois, m'explique que du côté insoumis, certes, on fait appel à parfois du marketing politique, mais on essaye surtout d'user de propagande au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on essaye de convaincre les gens du bien fondé du programme. Et bon, alors le petit problème de Gluglu, c'est que effectivement, il reproche en fait à la France insoumise ce que lui-même fait en sous-main. Et puis, quand c'est la France insoumise qui utilise des techniques de marketing politique, elle est accusée de communautarisme. Alors, on a un peu cette impression d'un deux poids, deux mesures.
Mais en réalité, quel que soit le parti, qu'est-ce que ça dit de la conception de la politique? Est-ce qu'il faut traiter les électeurs comme des parts de marché, des objectifs commerciaux? Et d'ailleurs, pourquoi Glucksmann a-t-il rejeté cette note qui décrit finalement assez fidèlement son socle électoral? Est-ce qu'il aurait honte de ses propres électeurs? Merci beaucoup, Nils. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire justement sur cette question. Et c'est déjà la fin de cette émission, des indiscrétions pleines et conséquentes dans cette émission aujourd'hui. Merci à toi, Nils. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tnt.lemediatv.fr. Nous sommes actuellement dans une course pour obtenir un canal sur la TNT francilienne. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien plein et entier. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Indiscrets.